épisode de HR Whisperer. Je suis Elsa, votre guide dans les RH et le recrutement. Et aujourd'hui, on va parler d'un superbe sujet, d'un sujet qui nous concerne tous autant que nous sommes. On va parler de comment construire sa carrière en pensant en fait à sa santé mentale. C'est quoi réellement l'importance de sa santé mentale dans un milieu professionnel? Et pour parler de ce sujet, j'ai avec moi Amina Cricket, qui est coach en santé mentale et en neurosciences. Amina, merci beaucoup, merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, merci à toi, merci à toute l'équipe et merci à vous d'écouter ce merveilleux podcast. Donc je vais laisser Amina se présenter et puis juste après je vais poser ma première question. Génial. Donc pour me présenter, je suis Amina Cricket, je suis une coach certifiée en neurosciences. Ça fait maintenant 7 ans que je fais ce que je fais. Et en fait, j'accompagne autant les femmes et les hommes entrepreneurs dans la réussite de leur entreprise, mais aussi j'accompagne maintenant les entreprises à travailler avec leurs employés, à travailler justement, consolider la santé mentale et le travail, la performance. Donc, qu'est-ce que c'est? On met en place des plans d'intervention, on met en place des activités, on met en place aussi du coaching donc avec les employés. C'est quelque chose qui fonctionne de plus en plus. Et voilà. Mais du coup, c'est ça, ça va rebondir sur ma première question. De ce que tu vois, de ce que tu fais comme atelier, comme diagnostic, etc., comment, d'après toi, la santé mentale, elle va affecter la performance au travail des employés? C'est quoi les signes que les employeurs devraient surveiller? Ben, écoute, c'est une très très bonne question, mais au départ, je vais juste mettre sur la table que je ne suis pas psychologue. Okay? Donc, et ça le coaching ou quoi que ce soit ne remplace jamais le travail qui est fait avec en thérapie. En psychothérapie, ça c'est super important de le dire parce qu'on parle de quelque chose qui est super important, qui est l'être humain, la santé mentale d'une personne. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère, il ne faut pas essayer de faire du déni sur ça ou nier cet aspect-là. Donc, pour répondre à ta question, comment ça peut impacter les performances, c'est hallucinant parce qu'on est en train de voir avec justement en préparant l'entrevue d'aujourd'hui, je me rends compte que c'est quelque chose, c'est un des domaines clés qui est important et que on n'a jamais vu autant de problèmes de santé mentale liés au travail qu'aujourd'hui, surtout depuis le COVID, parce que j'ai l'impression que le COVID a comme fait cette pause. C'est ça, il a fait cette pause où est-ce que les gens se sont rendus compte qu'ils avaient perdu complètement le sens de leur vie. Et en fait, les statistiques sont très claires, 4,1 millions de personnes déclarent avoir eu des problèmes avec leur santé mentale liés au travail. Et souvent, c'est relié à la charge de travail, c'est relié à la pression, c'est relié aux conflits interpersonnels, à la communication entre les différents employés. Et ça fait que ça affecte tout le rendement. Il y a aussi cet aspect-là que ça crée énormément d'absentéisme, ce qui coûte énormément cher pour les entreprises. Et il y a aussi l'autre aspect qui est le présentéisme. C'est quoi? C'est se présenter quand même au travail alors qu'on n'est pas bien. On est vraiment plus capable. On sent que c'est notre faute, en fait. Ça crée ce sentiment de culpabilité où est-ce qu'on peut se donner encore plus. Puis justement, la limite, elle est où, en fait, pour savoir jusqu'à où moi je peux retenir. Est-ce que ça s'agit de moi ou est-ce que c'est plus le travail qui m'en demande trop? Tout ça, c'est à clarifier et tout ça, c'est à prendre en compte. Ok, mais du coup, c'est quoi les signes, en fait, que si toi, tu es employeur, par exemple, moi, je suis employeur, qu'est-ce que je dois surveiller au niveau de mes employés pour me dire, ah, ok, là, il y a un signe dans l'alerte, voici ce qui se passe? C'est d'observer, premièrement, le taux d'absentéisme. Est-ce qu'il y a souvent des personnes qui disent... qui call sick. Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils tombent malades? Puis il n'y a pas de jugement à avoir, c'est juste vraiment de poser directement la question, comment tu te sens, qu'est-ce que ça se passe pour toi, comment ça se passe pour toi dans le cadre du travail aujourd'hui. Il y a aussi les conversations qu'il va y avoir entre les employés. Il y a aussi, c'est important d'ouvrir la parole, de laisser justement cet espace-là où les gens peuvent ressentir et dire écoute, moi je ne me sens pas à l'aise par rapport à ça. Il y a aussi, on peut observer l'efficacité du travail parce que évidemment quand tu as quand tu te sens plus ou moins bien dans ton travail, tu finis moins les tâches, tu sens que c'est plus lourd, tu arrives plus en retard, tu quittes plus rapidement, tu es toujours pressé à partir. Tu sens que tu as besoin de changer de travail, tu sens que tout ça c'est important à regarder, à observer, la satisfaction des gens. Il n'y a pas mieux qu'une conversation directe où parfois je vois aussi des employeurs qui vont faire carrément des statistiques directes. Donc, des sondages anonymes, pour permettre d'évaluer la satisfaction et puis peut-être le niveau aussi
de comment les employés se sentent en interne, tu sais, ceux qui arrivent avec la boule au ventre, ceux qui ont un manager qui est très stressant, whatever. Le fait de faire des sondages anonymes va vraiment permettre aux personnes de parler librement et puis du coup à l'entreprise de répertorier, de faire un diagnostic et de pouvoir après prendre des actions. Du coup, ma prochaine question pour toi, Amina, c'est du coup, c'est quoi que tu recommandes aux entreprises en termes de stratégie pour mettre en place un environnement qui va être propice à l'écoute par rapport à tout ce qui touche la santé mentale? Je pense qu'on ne le dira jamais assez, mais ça serait de toujours continuer à éduquer, à en parler, à créer justement plus d'espace, d'outils, d'informer de plus en plus les dirigeants et la haute direction par rapport à ce problème-là. Je sais particulièrement qu'en cet espace que nous sommes en train de vivre en ce moment, qu'il y a énormément de pénurie de main-d'œuvre, il y a énormément de stress, le taux de la vie a énormément augmenté. Il y a aussi, c'est un réel problème et c'est pas quelque chose qu'il faut faire comme oh ben non, ça va aller, on est capable de continuer. Non, c'est ça, énormément de stress pour la direction, la haute direction, les dirigeants et tout ça, même la gestion d'entreprise, parce que je connais des entreprises où ils ont dû couper sur des employés, ils ont dû vraiment mettre mise à pied sur certains employés parce que justement ils ne pouvaient plus payer tous ces employés-là. Il y en a même qui ont perdu leur job, il y a une difficulté à recruter aussi. Et en fait, ce que ça crée, c'est que ça crée parfois une surcharge supplémentaire sur les employés qui restent. Et en fait, l'objectif, ça serait de toujours aller créer ces espaces-là. J'invite vraiment les dirigeants et la haute direction à quand même déposer une espèce d'écoute d'oreille, de toujours avoir un œil qui observe les employés, comment ça se passe, la charge supplémentaire. Puis en fait, il y a une chose très importante que je veux vraiment parler, c'est que la charge, la santé mentale englobe beaucoup de choses. L'OMS l'explique très bien avec une définition qui dit que la santé mentale, c'est pas l'absence de maladie. Okay? C'est justement l'équilibre en toute la santé physique, la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé sommeil, le mode de vie, tout ça est inclus parce qu'on est des êtres vivants. Puis en fait, on a une vie derrière le travail et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps dans notre travail, mais on a une vie. On a une vie derrière le travail et tout ça parfois peut s'intermélanger. Donc, vraiment pour répondre à ta question, les stratégies, ça va être vraiment de continuer à éduquer. Cascade, l'entreprise Cascade le fait super bien. Des mentors. Chaque employé est mentoré. D'accord. Et le mentorat, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas écouter les problèmes de l'autre. C'est créer un soutien psychologique, un soutien à une autre personne. Parce que souvent, il y a toujours cette distance-là entre les plus vieux, entre les personnes qui sont là, ça fait longtemps dans l'entreprise, puis les plus jeunes qui disent « Ok, je ne veux surtout pas faire d'erreur ». Mais en fait, c'est vraiment créer un partage intergénérationnel. Et même ceux que ça fait longtemps qui sont là dans l'entreprise sont soutenus aussi, peuvent parler de leur challenge, de leur pression. Et tout ça, ça diminue beaucoup parce que justement, ça crée un sentiment où on sent qu'on est écouté, on est valorisé. Voilà, on est valorisé, on est soutenu, on n'est pas un numéro dans l'entreprise. Et l'humain a besoin de sentir ça, surtout aujourd'hui, sentir aussi que l'humain a besoin de contribuer. Le sentiment de contribution est important, d'appartenance, sentir qu'il appartient à une entreprise, pas simplement à un nom, mais vraiment il appartient à une des valeurs, il appartient à un monde, il appartient vraiment à une organisation qui, elle, contribue à un monde meilleur. Donc ça, c'est important. Puis de mettre les valeurs plus au centre de l'entreprise, que tout le monde puisse pas simplement les dire ou les voir, mais vraiment les incarner. Et de chaque participation, chaque commentaire, chaque besoin est écouté. C'est ça que le mentorat va apporter. J'avais aussi vu, moi, ce qu'on fait, c'est que c'est pas pour faire la promotion de ce que je fais, mais il y a vraiment cette... J'ai vu une réelle différence lorsque on prend les employés un à un, puis on fait juste exprimer comment tu te sens dans cette entreprise. C'est là que les choses vont ressortir, des pépites d'or, comme moi j'appelle, parce que finalement on se dit, j'aurais peut-être pas eu ça dans une autre entreprise, ou j'aurais peut-être pas eu ces prises de conscience-là s'il n'y avait pas ces intervenants qui sont venus, s'il n'y avait pas tout ça, s'il n'y avait pas ce directeur-là qui est venu. Ça crée énormément de meilleurs résultats.
Puis juste rajouter, il y a, je vais quand même le dire maintenant, puis le ressouligner un peu plus tard. Le groupe d'entrepreneurs en santé, c'est une organisation, si je ne me trompe pas. Donc ça s'appelle le groupe d'entrepreneurs en santé. Ok, d'accord. Qui en fait a un fichier déjà préparé pour vous, qui sont peut-être employés et qui souhaitent convaincre leurs dirigeants d'inclure plus d'activités de santé mentale, que ce soit sur la nutrition ou quoi que ce soit. Ben, eux, en fait, ils vous proposent, ils vous donnent vraiment un document déjà fait que vous pouvez télécharger et que vous pouvez aller vous présenter à la haute direction avec ça. Et justement, ils mettent plein de statistiques. En fait, pour $1 investi, ça rapporte jusqu'à 3,80 $ de retour. Waouh, ok. Ben, du coup, tu nous le rediras quand même à ma dernière question, mais parfait. Tu parlais tout à l'heure de oui, nous sommes des êtres vivants, nous avons nos emplois respectifs, mais nous avons notre vie. Ma question pour toi, c'est comment est-ce qu'on va travailler cet équilibre vie pro, vie perso, qui va faire en sorte que notre santé mentale, elle ne soit pas affectée. Tu sais, on parle beaucoup d'équilibre vie pro, vie perso aujourd'hui. Réellement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce que toi tu recommandes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement cet équilibre-là soit respecté, que les personnes ne se sentent pas stressées quand elles arrivent chez elles, en se disant ok, mais j'ai laissé ce travail-là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu sais, comme qu'on puisse réellement profiter de ce temps de vie perso avec nos familles et mettre de côté ce temps de vie pro. C'est comme qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place? C'est une très très bonne question. En fait, la chose que je soulignerais là, vraiment avec un gros marqueur. Surlignant jaune. jaune, bien éclatant. De ne pas essayer de chercher un équilibre. D'essayer de chercher son rythme. D'accord. Donc pas un équilibre, mais un rythme. Un rythme de vie. Parce que si on va dans l'équilibre là, j'ai pendant longtemps moi-même fait ça. Quel est mon équilibre de vie? Là, j'essayais de consolider le mariage. Je ne suis pas encore maman et j'imagine que ça sera un tout autre balancement qui va arriver dans ma vie. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que la vie, c'est pas essayer de tenir ça le plus équilibré possible. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va pencher plus qu'un autre. Je pense que la chose la plus importante est vraiment, selon moi, c'est de s'asseoir avec soi-même et de dire, ok, qu'est-ce que je vis comme situation? Est-ce que c'est dans mon couple? Est-ce que c'est dans ma vie personnelle? Est-ce que c'est si c'est dans ma vie personnelle, à quel niveau? Est-ce que c'est dans mes amitiés? Est-ce que c'est mon état interne? Est-ce que j'ai besoin de plus? Est-ce que j'ai besoin de plus une quête de sens plus profonde? En se posant ces questions-là, on est capable de cibler le vrai problème qui crée de l'anxiété, qui crée vraiment vous voyez, un sentiment de boule au ventre, de stress. On sent que on va toujours aller avec des grosses catégories en disant ben, c'est sûrement le travail, c'est sûrement ci, c'est sûrement ça. Mais en réalité, ça peut être juste parce que tu sens que tu es dû pour quelque chose d'autre de meilleur pour toi. Parce que tu sens que peut-être que tu n'es juste pas. Tu as besoin d'un peu plus comme j'ai dit, de sens, de profondeur. Tu as besoin peut-être d'apprendre plus. Est-ce qu'il y a une voix que tu n'as jamais écoutée à l'intérieur de toi et qu'aujourd'hui, ben, tu es appelé à le faire? Et moi, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que voilà, en entreprise, en tant qu'entrepreneur, j'ai beaucoup favorisé le travail et j'ai laissé ma vie de couple. Et dans mon mariage, ben, ça a créé une espèce de déséquilibre où je pensais que c'était le travail en réalité. Et en me posant, en allant vraiment plus profond de moi-même, je me suis rendu compte que je ne donnais pas beaucoup de temps à ma belle famille. Je ne les connaissais pas beaucoup, que je ne connaissais pas non plus beaucoup mon mari, qu'on ne passait pas des moments de qualité avec mes amis, que j'ai complètement délaissé mes amis. Et ça a été comme une espèce de travail, c'est-à-dire un petit 180 que j'ai fait à ce niveau-là. Et ça m'a donné énormément de créativité et d'énergie pour les autres domaines de ma vie. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des paliers qui sont carrés, là. Ce n'est pas travail, vie perso. Non. Chacun va amener de l'énergie à l'autre et de suivre son rythme personnel sans se culpabiliser. Si tu sens que parfois tu es plus lente, c'est parce que peut-être qu'il y a une charge mentale ailleurs qui te tire un peu plus. Puis de ne pas avoir peur d'aller voir ce qui tire. Qu'est-ce qui me tire? Qu'est-ce qui crée plus d'anxiété pour moi? Et j'aime beaucoup cette phrase de Guillaume Duluth, qui est un
docteur en psychologie qui explique, il dit, l'anxiété n'est pas là pour faire de la méditation. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'anxiété, elle est là pour voir c'est quoi le problème derrière. Ok. Tu comprends? C'est pas là pour qu'on se couche puis qu'on respire, en fait. C'est pas là pour qu'on se calme. C'est là aussi pour dire, peut-être... Se questionner. Ouais, il y a peut-être quelque chose au fond que je suis pas d'accord. Peut-être des valeurs où je suis pas d'accord. Puis c'est là que tu vas te rendre compte que c'est plus facile de prendre des décisions. Tu vois, ça va être plus facile d'entreprendre. Puis là, je parle pas d'entrepreneuriat, je parle d'entreprendre sa vie, de faire des choix, poser des actions concrètes qui sont en cohérence avec nos valeurs personnelles. Tout ça viennent parce qu'on a ressenti des petits moments d'anxiété qui vont être importants. Effectivement, la méditation va être aussi importante. Moi, personnellement, je ne fais plus, je commence plus mes journées sans méditer, par exemple. Ou du moins, j'essaye. Mais je suis mon rythme. Parfois, ça va être des 30 minutes. Parfois, ça va être des 5 minutes. Parfois, j'ai pas le temps, mais c'est pas de culpabilité là-dessus. Ok, parfait. Et donc, du coup, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est quoi que tu vas recommander à nos auditeurs réellement pour que... C'est comme à quel moment est-ce qu'on se rend compte justement qu'on doit prendre soin de notre santé mentale? Quand on s'en rend compte, on peut venir vers des professionnels comme toi. Qu'est-ce qu'on peut faire à petite échelle, à notre niveau aussi? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour les autres? Ouais, j'aime beaucoup cette question, effectivement, pour les autres. Alors, premièrement, comme je l'ai dit, ça va être parce que la santé mentale, c'est comme, j'aime beaucoup donner ce lien-là avec les personnes qui sont diabétiques, ils doivent toujours mesurer leur taux de glycémie dans le sang, ils doivent toujours faire des pauses, faire attention à leur alimentation, ils doivent faire attention au sucre, faire attention au stress, manger à des bonnes périodes. En fait, c'est ça. La santé mentale, c'est une espèce de check-up personnel tout le temps. Moi, chaque mois, je m'assois avec moi-même, c'est écrit dans mon agenda. Comme ça, chaque mois, j'ai un petit, c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus, surtout depuis 2023. C'est vraiment de m'asseoir avec moi-même et de dire où est-ce que j'en suis en ce moment. Donc ça, c'est la première des choses, être capable de s'asseoir avec soi-même, avoir un notebook et puis noter un peu qu'est-ce qui se passe concrètement, comment je me sens intérieurement, c'est quoi ce petit truc qui me dérange, qu'est-ce qui me dérange, comment je me sens, etc. Et dans quel palier en fait. Voilà. Si tu fais pas ça, c'est la première chose. Tu peux passer à côté de belles choses. La deuxième chose, ça va être, une fois qu'on a la réponse, ça va être de se diriger vers les bonnes ressources, de bien s'entourer. Vraiment là, je mets un point là-dessus parce que, encore une fois, dans le groupe d'entrepreneurs en santé, ils expliquent, ils donnent vraiment des bonnes statistiques là pour comprendre que qu'est-ce qu'on vit, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose qui est bizarre, c'est continuel, il y a beaucoup de gens qui sont touchés, puis ils expliquent que 51% de la charge mentale vient souvent de l'environnement. Ok, donc ce que ça explique, c'est qu'il faut faire attention à son environnement, observer est-ce que je vis dans un environnement qui m'aide à grandir, est-ce qu'au contraire je sens que je suis tout le temps en train de courir vers quelque chose qui a finalement pas de sens pour moi, et de voir aussi le niveau d'anxiété de performance dans tout ça. Donc il y a beaucoup d'échelles à voir et je pense qu'être accompagné à ça, ça va être vraiment... on sauve du temps, on sauve de l'énergie, on apprend à se connaître davantage juste parce que tu oses t'orienter vers des professionnels, vers des personnes qui vont t'ouvrir la porte et directement te prendre en main. Donc c'est autant de l'auto, c'est vraiment un équilibre, c'est de l'auto-gestion, je dirais. C'est apprendre à se gérer soi-même. En même temps, demander de l'aide aux ressources compétentes. Demander de l'aide. Donc pas s'isoler. Oui, c'est ça. En parler aussi. Les gens ont tellement peur de parler de leur santé mentale, même à leurs amis, même à leurs proches, ont peur qu'on les juge, qu'on les traite de faibles, etc. Peu importe ce qu'ils sont en train de vivre. Et je pense que c'est très important que les gens soient capables de vulgariser en fait cet état d'esprit-là. Parce que premièrement, tu sais pas ce que la personne en face de toi, elle ressent. Ça se trouve, elle vit la même chose, peut-être même pire. Le fait de pouvoir échanger là-dessus, ça permet de grandir sur tel ou tel sujet. Et aussi, tu sais pas peut-être que cette personne à qui tu parles, elle a une ressource en particulier, qu'elle peut te référer, ou elle peut te dire mais moi je connais quelqu'un qui a vécu ça, il est parti dans tel organisme, etc. Et puis du coup voilà, donc c'est sûr qu'il faut être capable de, aller à son rythme, le faire quand on est prêt, mais vulgariser l'information et surtout aller demander de l'aide quand il faut. Exactement. Et il y a beaucoup de belles choses qui se créent autour. Là je t'enverrai
Ouais, on pourra les partager dans le lien pour que toutes les personnes puissent y avoir accès. Et je pense aussi qu'au niveau des entreprises, beaucoup de gens négligent ce côté-là. Mais je pense que dans certaines entreprises, qu'elles soient PME ou multinationales, il y a peut-être un espèce on va dire de truc qui est prévu pour la santé mentale. Il faut se tourner vers ces RH. En fait, c'est ça que je veux dire. Il faut se tourner vers les RH pour poser la question concrètement. Voici comment je me sens. Est-ce qu'il y a des ressources en interne qui sont disponibles? Peut-être que votre employeur, il est en relation avec des psychologues, avec des coachs en neurosciences, etc. Et donc, vraiment, ne pas avoir peur d'aller chercher cette information-là. Il ne faut pas que ce soit tabou, en fait. C'est ça, de briser les tabous. Puis c'est ce que j'inviterais aussi la direction, dans les entreprises, de briser les tabous, d'oser parler de ces sujets-là, parce que souvent, il y a des personnes qui peut-être... Faire des ateliers d'information, même des affiches. Tu sais, des fois, on retrouve... Par exemple, comme pour les cas de violence, tu as pas mal d'entreprises où tu vas retrouver au niveau des salles de bain, tu sais, comme l'espèce de document avec... N'hésitez pas à mettre le QR code pour si vous avez besoin d'aide et tout ça. Ça peut être la même chose pour la santé mentale. Peut-être que tu ne veux pas en parler, d'accord, mais peut-être que tu peux en parler à un professionnel. Et donc, le fait d'avoir l'information placardée dans les couloirs, dans les salles de bain, etc., tu peux te dire, ok, rapidement, je ferai un screenshot, je checkerai le QR code, je pourrais contacter, parler en anonyme. Bref, il y a des possibilités. Donc c'est ça, on vous invite vraiment à aller chercher les ressources nécessaires et à en parler. Voilà. Parfait. Amina, ça va toucher à sa fin. Franchement, on n'a pas vu le temps passer, c'était trop enrichissant. Moi, j'ai une dernière question, c'est la tradition de cette émission. C'est quoi ton mot de la fin? Qu'est-ce qui pour toi résume bien notre échange qui a été super, super enrichissant? Alors, écoute, moi, le mot qui me vient là tout de suite, c'est suivez votre rythme. Donc le rythme. Suivez le rythme. Il n'y a aucune honte à suivre son propre rythme. Il n'y a pas de rythme lent, de rythme rapide, de rythme. Il y a tout dépendamment des traits de personnalité de chacun. Tout le monde va suivre ce qui lui convient à soi. Puis c'est important aussi de voir que parfois on pense qu'on va pas vite, mais finalement on avance très 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 bien et que c'est notre bout de chemin personnel. Et que peut-être il y a des belles pépites d'or, encore une fois, des pépites d'or, c'est des belles choses, des belles prises de conscience, des beaux projets qui nous attendent et que finalement, grâce à des moments difficiles dans la vie, on est capable de prendre une toute nouvelle direction pour soi. Parfait. Parfait. Merci beaucoup Amina. Merci à tous de nous avoir écoutés. Donc le mot de la fin, c'est le rythme. Construire son chemin professionnel en suivant son rythme. Merci encore d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de t'avoir sur le plateau. Et puis, pour toutes vos questions, n'hésitez pas, on vous mettra tout juste en bas, là, avec les outils, etc. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y aura également le contact de Amina pour tous ceux qui souhaitent la contacter. Merci encore à tous d'avoir été là. C'était The HR Whisperer et à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.